Bonjour ou rebonjour pour les auditeurs déjà présents lors de la plénière. Je suis Kaline Osaki, responsable du développement au cluster montagne. Donc, je suis chargée d'animer cette table ronde Mer-Montagne, regards croisés et perspectives pour l'avenir. Vous l'aurez compris, tout est dans le titre. Il s'agit, dans le cadre de cette table ronde, de croiser les analyses et des échanges, partager les expériences concernant les deux types de destinations, les destinations du littoral et les destinations de montagne. Ces deux-là entretiennent historiquement une relation de rivalité, tout en faisant partie d'une seule et même famille, qu'est le tourisme. Donc notre territoire français est très riche de diversité et d'atouts, que ce soit du côté de la montagne ou du littoral. Pour rappel, le littoral représente 4% du territoire français, mais il s'agit de la première destination touristique en France, avec 118 millions de nuitées. Et la France dispose de 5500 côtes, kilomètres de côte, sur les 3 façades maritimes, et c'est réparti sur 883 communes. Et la filière concentre 40% des lits touristiques en France et génère 250 000 emplois. Et de l'autre côté, la montagne, elle représente 23% du territoire français, réparti sur 6 massifs, et elle constitue la seconde destination touristique en France. La filière pèse environ 9 milliards d'euros, avec 350 stations de montagne, et elle génère 130 000 emplois et habituellement 53 millions de journées skieurs chaque saison. Donc l'objectif de cette table ronde est de partager une analyse parallèle entre ces deux types de destinations. Quels sont nos points communs? Qu'est-ce qui nous différencie? Quels sont les enjeux communs ou différents sur ces deux filières touristiques? Et qu'est-ce qui peut nous inspirer chez l'un ou chez l'autre? Alors que nos stations de montagne risquent de connaître une année blanche avec cette saison 2020-2021, l'incertitude touche aussi quand même la filière du littoral pour cet été 2021. Quelles sont les analyses respectives en termes d'impact Covid et quelles sont les perspectives, quelles sont les stratégies mises en place pour rebondir? Pour échanger sur ce sujet mer-montagne, nous avons à disposition 4 intervenants. Adrien Sanquer, qui est à distance depuis la côte ouest. Il est consultant nautisme et plaisance chez Winch. Et nous avons ici sur le plateau un peu son pendant en montagne, qui est Willy Fuchs, consultant et fondateur de l'agence LHM Conseil. Nous avons également Sébastien Mérignargues, le directeur de l'Office du tourisme d'Avoria, et Pascal Azera, le responsable marketing de l'offre produit chez l'UCPA. Donc, bienvenue à vous 4. Et nous allons à présent démarrer cette table ronde avec un duo pour vraiment effectuer ce parallèle. Adrien, Willy. Vous avez choisi d'effectuer une analyse parallèle mer-montagne sur un périmètre spécifique qui est le port de plaisance et le domaine skiable. En quoi ces infrastructures de pratique sont-elles comparables ? Très bien, bonjour, merci. Effectivement, si on est là aujourd'hui tous les deux, c'est parce que moi, je ne connais pas grand-chose à la plaisance et je travaille depuis de nombreuses années beaucoup pour la montagne. Et j'ai été un peu par le hasard des choses, été amené à présenter dans le milieu des gestionnaires de ports de plaisance comment fonctionne la montagne, le modèle économique, etc. etc. C'est là aussi que j'avais, à une de ces occasions, rencontré Adrien, qui lui est donc plutôt l'expert des ports de plaisance proprement dit. On avait déjà même commis un petit article ensemble qui faisait miroir entre la plaisance et la montagne. Et donc on va essayer de refaire cet exercice aujourd'hui, tendre le miroir. Alors d'abord, je vais tester la zapette si vous le voulez bien. On peut lancer le PowerPoint. On peut lancer le PowerPoint peut-être. Oui, c'est bon. Voilà, très bien. Donc d'abord, je propose un tout petit exercice une gymnastique mentale pour que tout le monde se rende bien compte de quoi on parle, puisqu'il me semble que le public est à 90% aujourd'hui montagne. Lorsqu'on parle de la montagne, on a ces deux objets qui sont le domaine skiable alpin et la station, qui se superposent très bien, car 80% des pratiquants ou des vacanciers utilisent les deux. Sur le littoral, c'est un tout petit peu plus complexe. On a une séparation plus forte entre le port de plaisance, qui est le lieu de pratique de la plaisance traditionnelle, la voile, les bateaux à moteur, le yachting, etc. Et puis la station balnéaire, qui ne sont pas toujours connectées ou à peine, car sur les 20 millions de Français qui vont en vacances dans une station balnéaire l'été, il n'y en a que très peu qui vont
pratiquer vraiment la plaisance au sens traditionnel. Et puis les sports de glisse nautique, le nautisme léger, le kite, le surf, le jet ski, etc., on le retrouve plutôt du côté de la station balnéaire. Donc ça, c'est juste pour voir schématiquement de quoi on parle. Ensuite, c'est intéressant juste de comparer un tout petit peu comment ces choses sont arrivées, comment cette économie s'est développée. Globalement, dans les deux cas, on voit au début un développement très anecdotique, organique, avec des initiatives très entrepreneuriales. Et puis, à un moment donné, l'État va arriver pour planifier, pour structurer les choses avec beaucoup d'ambition et va aussi poser un cadre législatif pour encadrer les choses. Alors du côté montagne, après je vais laisser un peu la parole à Adrien aussi. Du côté montagne, je vais dresser l'histoire en 5 points. Je vous préviens, c'est très approximatif et c'est très caricatural, mais ça permet d'aller vite. Deuxième moitié du 19e siècle et même avant, on découvre la montagne comme une terre de santé où on vient soigner les maux de la société, notamment la tuberculose. C'est aussi en même temps un espace d'aventure et d'exploit pour quelques privilégiés. Fin 19e, on voit les premiers récits, donc tout ça se passe au début uniquement l'été. Et puis fin 19e, on a des récits surtout assez structurés qui viennent plutôt de Suisse, où on attire les premiers touristes aussi l'hiver en montagne, pas pour faire du ski, mais pour la santé aussi, et puis pour être ébloui par la fascination pour la neige. On fait un petit bond en avant, les années 30 qui sont un peu pour le ski, les années start-up. On bricole un téléski dans son jardin, on pose un hôtel et on demande aux voisins de faire le moniteur de ski. La petite affaire commence à tourner. Après la guerre, les stations de deuxième génération, je vous raconte des choses que vous savez déjà, et puis l'État, les années 60, qui vient poser une grosse ambition pour développer un tourisme de masse. Et puis dans le sillage, sans mauvais jeu de mots, l'effort qui consiste à quand même encadrer les choses et à équilibrer les intérêts des parties prenantes, 3 grandes parties prenantes, les populations locales, la nation avec une majuscule et puis l'environnement naturel. Voilà en une coquille de cacahuètes. Et maintenant, je vais laisser aussi la parole à Adrien pour qu'il nous explique un peu, parce qu'on voit que le schéma, à certains moments, il est très similaire et puis il y a aussi des grosses différences. Adrien. Effectivement, on a des parallèles très très intéressants entre la plaisance et l'activité de montagne. Ça démarre de la même manière, c'est un endroit dur, un endroit dangereux, c'est le monde de la pêche, du transport maritime, etc. Donc c'est pas un endroit où on va jouer initialement. Et puis on commence aussi sur la fin du 19e siècle à avoir un développement du tourisme balnéaire, surtout l'hiver, hein, sur la Côte d'Azur, pour des raisons essentiellement médicales au début, et puis après pour des raisons de qualité de lieu, etc. Et puis une saison qui tente à s'allonger, un développement de l'activité balnéaire saisonnière. En termes de navigation, c'est la grande époque du yachting, des très beaux bateaux, des classes très aisées, et une activité qui s'organise finalement dans des infrastructures qui existent déjà, que sont des ports de pêche et des ports de commerce, où la plaisance, le yachting récupère un petit peu de place. Le vrai boom, le vrai start-up pour la plaisance, c'est l'après-guerre. C'est toute une dynamique de démocratisation de la plaisance. Alors, il y a plein de choses, on peut en parler longtemps, mais il y a l'école de voile des Glénans qui a été créée pour donner du plaisir à des gens qui rentrent de guerre en les emmenant naviguer, etc. Il y a des nouveaux matériaux, le contreplaqué marine, etc., des nouveaux bateaux pas chers, faciles d'accès. Et on a eu vraiment une démocratisation, une accélération. Après, on retrouve vraiment cette époque, l'État planificateur. Vous avez eu les stations intégrées. Nous, on a eu la mission Racine, la mission Miaka, et puis un aménagement de port de plaisance ex nihilo dans le cadre de reconversion un petit peu partout en France. Réglementation, régularisation années 80, avec beaucoup moins de projets à sortir. Et aujourd'hui, on est vraiment sur une logique d'optimisation de l'existant, et avec une recherche d'évolution finalement du modèle historique du port qui était un parking à bateau et aujourd'hui qui est en train d'évoluer sur des nouveaux schémas. Très bien, merci.
Ensuite, rapidement, pour rappeler que des deux côtés, on a une économie qui existe aussi grâce aux investissements, non seulement des collectivités, des entreprises, mais aussi des particuliers sous forme de résidences secondaires. J'ai fait une rapide estimation de la valeur des actifs qui sont dans les stations de montagne. Ça vaut 40-50 milliards et 80%, ce sont des résidences secondaires, donc ce sont des investissements de particuliers, ce qui nous amène bien évidemment à penser aussi au lit froid. Le littoral, le schéma est globalement le même, sauf que la place des bateaux là-dedans, Adrien, elle est un tout petit peu particulière. Oui, alors on a aussi ce phénomène de bateau froid, c'est-à-dire qu'on a des bateaux qui naviguent peu, qui naviguent pas. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, le gestionnaire d'un port commercialise des places, donc commercialise du plan d'eau, sans aucun lien en fait avec le niveau d'activité, le taux de pratique du bateau. Donc commercialiser une place pour un bateau qui navigue ou un bateau qui navigue pas, finalement, ça génère autant de revenus pour le gestionnaire. Avoir en tête effectivement que les ports de plaisance sont des équipements qui accueillent des bateaux, mais c'est aussi des quartiers de ville, c'est aussi des remparts contre les submersions. Donc on est sur des modèles en France, en tout cas avec une application de la sphère publique très importante. On considère que le plaisancier va financer 30% de sa place, 70% du reste sont financés par des collectivités au titre du développement économique, au titre de la protection contre les submersions, etc. Donc on est sur des modèles un peu différents et il y a une forte étanchéité entre le périmètre du port de plaisance, qui est vraiment sur du domaine public maritime, avec un type de recette très limité, c'est la location de place essentiellement, et puis effectivement tout ce qui se passe autour et qui bénéficie de l'attractivité du port sans forcément générer de recettes pour ce port de plaisance. Très bien. Ça nous amène aussi juste à rappeler que, curieusement, même si les raisons sont un tout petit peu différentes, qu'on soit opérateur domaine skiable ou gestionnaire de port de plaisance, on travaille sous DSP, délégation de services publics, avec un lien très fort avec les collectivités, et qu'on trouve des deux côtés des structures publiques, des structures parapubliques et des structures privées, avec des modèles économiques qui sont un peu différents, comme Adrien vient l'expliquer. Là, on peut parler des grandes tendances. Alors, on peut parler des heures des tendances de consommation. On en a choisi quelques-unes. Du côté montagne, le vieillissement des pratiquants, c'est une mécanique à une chandelle à deux bouts, hein, une croissance très forte du nombre de seniors et puis une petite érosion des jeunes et des débutants depuis une vingtaine d'années. C'est bien de le comparer aussi à l'autre tendance qui est plus large, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une époque où les gens s'investissent moins facilement pour l'apprentissage long, l'excellence dans n'importe quel loisir, que ce soit pour apprendre à jouer le violon, pour faire du ski, la voile, etc., etc., et qu'on cherche plus des expériences moins engageantes, plus faciles, plus fast-food, sans apprentissage long, et ça a bien sûr un impact sur les pratiques. Et puis sur le passage de la propriété aux usages, j'achète plus de voiture mais je loue, je n'achète plus de matériel de bricolage mais je le prête ou je le loue. En montagne, il n'y a pas de choses spectaculaires à ce titre-là, on ne parle pas de l'économie de partage proprement dite, mais vraiment des usages. Par contre, du côté du littoral, il y a quelque chose d'assez amusant qui arrive sur le rapport à la propriété des bateaux eux-mêmes. Oh pardon, Adrien. Alors oui, pour reprendre, on a les mêmes phénomènes. Alors nous, on a un drame hein, dans la filière nautique, c'est qu'on a un suivi assez précis des propriétaires de bateaux. Par contre, les pratiquants qui ne sont pas propriétaires, on a beaucoup moins d'informations là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, on a un vieillissement important des propriétaires de bateaux. L'âge moyen d'un acquéreur de bateau prend 11 mois tous les ans depuis les années 70. Donc on a un vrai souci de renouvellement sur le modèle historique du plaisancier qui est propriétaire de son bateau et qui aujourd'hui est encore largement dominant dans les ports parce qu'ils occupent 90-95% des places. Donc ça, c'est un vrai sujet. On a effectivement les mêmes problématiques de recherche d'un temps d'apprentissage plus en plus rapide. Le plus révélateur, c'est que tous les ans, la part des bateaux à moteur dans la part des achats de bateaux augmente. Donc on a une flotte qui est de plus en plus motorisée, qui traduit quand même ce recherche d'une navigation peut-être assez facile et un temps d'apprentissage qui est quand même beaucoup plus rapide que la voile. Et puis effectivement des propriétaires qui recherchent des solutions pour s'affranchir un peu toutes ces contraintes de la propriété.
On a effectivement ce phénomène du passage de la propriété à l'usage qui touche tous les modes de consommation, mais qui va, je pense, vraiment toucher la plaisance. Parce que quand on divise le coût d'entretien de son bateau par le nombre de sorties, quand on est propriétaire, on s'aperçoit qu'il y a des voies quand même beaucoup plus intéressantes. Et le modèle qui est en train de se développer aujourd'hui en France, qui s'est fortement développé aux États-Unis, c'est le modèle du boat club, qui reprend un peu le modèle du time-sharing dans l'immobilier de montagne, mais je prends une adhésion dans un club avec une flotte qui est gérée par un professionnel et qui me donne la possibilité de naviguer quand je veux, où je veux, parce qu'on peut avoir des professionnels qui ont plusieurs bases. Donc ça c'est une tendance, c'est nouveau, c'est en train de s'accélérer, mais l'idée c'est de naviguer comme si on était propriétaire, sans les contraintes de la propriété. Juste un petit point sur ce terme de gamification aussi, on a un sujet là qui nous intéresse tous, c'est que on a 1 million de voileux qui ont pris le départ du Vendée Globe virtuel. Et on s'interroge un petit peu, savoir qui sont ces gens et si un jour on va trouver des solutions pour les emmener vers une pratique réelle. Donc ça, c'est vraiment un sujet d'actualité parce qu'il y en a encore 850 000 qui doivent être en train de terminer leur tour du monde virtuel. Ça nous amène à parler des grands défis. Là encore, on fait des choix. On peut parler de plusieurs défis. On a plutôt d'abord, dans un premier temps, pris l'angle de comment on aborde le marché dès demain matin. Pour la montagne, on peut dire qu'il y a 3 grands défis si on veut. Dans une époque où les prix augmentent un peu plus rapidement que le pouvoir d'achat, notamment en France, comment on gère demain l'équilibre entre la valeur et le volume? La course au remplissage, est-ce qu'elle ne va pas être au détriment de la rentabilité ou inversement? Donc c'est un vrai sujet, comment on gère ça. Le deuxième, bien évidemment, c'est la démographie, avec aussi bien le fait d'essayer de répondre au mieux aux attentes des seniors pour les garder le plus longtemps dans la pratique, et puis en même temps aussi stimuler la pratique des plus jeunes. Ensuite, il y a la notion de compétence versus lifestyle. Si les gens s'engagent moins dans l'apprentissage, est-ce que ça veut dire qu'il faut proposer une autre façon de consommer la montagne et notamment donner des raisons pour quand même acheter un ticket pour monter, pour faire quelque chose de très très différent? Et on trouve donc globalement des choses très similaires à la plage, Adrien, ou dans la plaisance, pardon. Complètement. Alors, si on se met à la place d'un gestionnaire de port, effectivement, on a ces vraies problématiques valeur versus volume. Aujourd'hui, on a 100 places, on commercialise à 100 bateaux qui appartiennent à 100 personnes globalement. Demain, avec les systèmes de location, boat club, les bateaux en fait vont être utilisés par beaucoup plus de pratiquants. Donc, on a la sensation finalement qu'on pourrait s'orienter vers davantage de pratiquants d'activités nautiques pour un nombre de bateaux qui vont réduire. Donc, aujourd'hui, les gestionnaires de port, enfin certains, ceux les moins en pointe, ont tendance à trouver que ces nouvelles modèles de consommation en fait sont de la concurrence pour leur métier. Donc, les gestionnaires de port vont devoir vraiment évoluer et passer de la logique de gestion d'un parking vers de la prestation de services et adresser justement le marché des gens qui n'ont pas envie d'être propriétaires de leur bateau. Ça, c'est un vrai sujet. Enjeu démographique évident, il faut continuer à accompagner des plaisanciers dans leur pratique avec un âge moyen qui a tendance à augmenter. Et en même temps, il faut être capable de faire venir des plus jeunes sans bouleverser justement ces plus anciens. Donc, il y a des sujets générationnels assez intéressants. Et il faut être capable de continuer à adresser le pur voileux qui va naviguer en plein hiver en Manche avec ses copains, qui a des attentes particulières, tout en étant capable de commencer à explorer des nouveaux marchés et notamment une activité de grand public. Aujourd'hui, le sujet à la mode dans les ports, c'est le développement de l'hébergement insolite, justement pour diversifier les clientèles et diversifier aussi les recettes d'exploitation pour anticiper justement une possible augmentation des pratiquants pour une diminution du nombre de bateaux. Alors, pour finir, alors il y a peut-être un petit phénomène, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais on s'est prêté à un petit exercice d'identification, chacun dans son domaine, justement, des inspirations les plus intéressantes pour enrichir la réflexion. Donc, j'ai regardé ce qui se faisait à la montagne et Willy a regardé ce qui faisait effectivement dans le nautisme. J'ai identifié, genre, je vois pas le slide qui s'affiche, mais peut-être que Il va le passer. mon écran est... Ah, pardon, on a... J'ai zappé, j'ai zappé la slide d'après. Pardon.
Willy, on repasse sur. J'ai zappé une image, désolé. Adrien, Oui. on est un peu. Il va falloir qu'on termine votre présentation, donc peut-être que vous pouvez parler justement de. On peut continuer les échanges. Je pense que Sébastien et Pascal aussi pourront interagir dessus sur justement ce que vous avez relevé d'intéressant chacun dans votre univers. Là, on est vraiment dans le partage d'expérience et peut-être que tu peux mettre la slide justement du côté... Oui, pourquoi pas. Ouais. Je voulais juste dire une phrase sur le changement climatique. On n'aura pas le temps de l'aborder largement, mais il y a aussi des conséquences très lourdes à prévoir pour le littoral au sens large, oui. Avec plus de tempêtes et puis une augmentation des niveaux d'eau qui posera des problèmes. Effectivement, j'ai regardé le monde de la plaisance pour voir peut-être des innovations. Et il y en a deux qui m'ont amusé. Un qui m'a vraiment intéressé, c'est Navlink, qui est une application de réalité augmentée qui aide le navigateur à naviguer en temps réel à travers avec son téléphone ou sa tablette. Et à l'heure où on va essayer de réduire la place des plans de pistes papier, c'est peut-être une solution aussi intéressante. Et puis on voit aussi à droite cette espèce d'engin de Batman ou de James Bond. C'est un catamaran sur foil avec moteur électrique et construit avec des matériaux biosourcés. C'est un concentré de tout ce qu'on cherche aussi à développer et c'est aussi censé bien évidemment de restimuler l'engouement pour le nautisme avec des engins comme ça qui sortent de l'espace, on a l'impression. D'accord. Et Adrien ? Et Adrien, il a aussi 3 exemples. Ouais, alors il y a vraiment beaucoup de choses moi, qui m'inspirent à la montagne, mais il y a votre capacité justement à rendre ludique et à attirer les plus jeunes. Alors c'est le modèle du Yeti Park, moi je trouve très très intéressant. On n'a pas d'équivalent dans la plaisance, mais il y a un vrai sujet. L'autre sujet, c'est votre exosquelette justement pour accompagner des pratiquants le plus longtemps dans la pratique. Nous, on a un vrai sujet dans la plaisance avec des plaisanciers qui ont 70 ans, 80 ans, qui ont du mal à monter dans leur bateau, donc on ne sait pas répondre. Et le troisième point, c'est, alors Canditovex, la Clusa, c'est votre capacité à utiliser vos sportifs comme des ambassadeurs d'une station. Je crois que j'ai jamais vu Luc Alphonse sans un autocollant Serge Chevalier. On ne sait pas faire ça sur le littoral. Et votre capacité aussi, enfin les capacités qu'ont les stations à se différencier, parce que finalement, vous commercialisez des choses assez proches, mais vous arrivez à travailler vraiment une image très spécifique. Je pense l'exemple de la Clusa, mais il y en a d'autres. Dans les ports, on n'arrive pas à faire ça. Tous les ports vendent encore la même chose et ne se sont pas forcément spécialisés et n'ont pas forcément travaillé sur une image différenciante. Donc tout ça est extrêmement inspirant pour moi. Ok, super. Merci Adrien, merci Willy. On peut continuer un peu les échanges pendant 5 minutes. Sébastien, tu voudrais peut-être rebondir sur... je pense que ça te parle, vu ton expérience que tu pourras expliquer plus tard. Mais... Oui, forcément, ça me parle. Je retrouve tous les points effectivement que j'ai pu tester, vérifier, valider avec les similitudes, les divergences et les problématiques d'évolution qui sont quand même très comparables. On ne peut pas faire du copier-coller, mais on parlait vraiment des mêmes soucis et des mêmes choses sur les 2 territoires. Donc les enjeux sont proches. Je ne vois pas de concurrence, je vois au contraire une saine émulation parce que pour avoir eu la chance de diriger à la fois pas mal de stations de montagne, d'avoir dirigé une station balnéaire comme le Gros-du-Roi qui accueille quand même 120 000 personnes ou Port-Camargue qui est le plus grand port d'Europe. Donc c'est vrai que cette vision me parle réellement en disant bah oui, il y a vraiment des choses transposables d'un côté à l'autre qui peuvent être bénéfiques. Après, je crois qu'aucun des deux a le modèle parfait parce que les deux sont des modèles qui sont remis en cause en ce moment largement. Pascal, tu voulais rebondir? Il y a 2 choses qui me marquent dans ce que vous avez dit là, parce que l'UCPA représente un petit peu l'accessibilité pour la jeunesse au sport, et c'est les problèmes démographiques, les problèmes d'âge. Donc vous avez parlé de la montagne. Alors, on sait qu'il y a un vieillissement de la population, on a du mal à faire entrer des nouveaux skieurs sur les montagnes, enfin sur la pratique du ski, pardon, ou la pratique de la glisse hivernale. Moi, je pense qu'il y a quand même un point dans tout ça qui est super important. Il y a eu pas mal d'études qui ont été faites. On parle de gamification, il faut vite apprendre, etc. Donc nous, on essaie de s'adapter là sur les produits. Il y a quand même, je pense, un élément très fort, c'est que c'est très cher pour les jeunes. C'est ça aussi qui fait que je pense que nous, typiquement, on a des produits de recrutement pour les jeunes où on fait l'effort pour attirer ces jeunes-là. Et on en vend comme du petit pain parce qu'entre vendre à 500 € et 1 000 € la semaine, donc il y a vraiment ce côté très cher.
Et après, si je fais le lien avec la croisière, alors j'ai moins la vision du littoral, puisque moi je m'occupe en partie de la montagne, mais bon, je vois quand même un peu tout. Chez nous, toute la partie croisière, finalement, c'est peu. Alors quand tu dis que ça vieillit, finalement, nous, la croisière, ça représente 1000, 2000 clients qui viennent faire de l'habitable, habitable en voilier. Par contre, après, c'est toute la glisse légère. Et notamment, alors là, bon, c'est sûr qu'on ne va pas mettre des personnes de 70 ans sur des surfs, mais c'est le surf, quoi. Sur le littoral, le boom, c'est le surf, c'est sur les jeunes populations. Dès qu'on met quelque chose qui touche à cette glisse-là, maintenant, il y a du foil aussi qui commence à se développer, mais c'est vraiment cette pratique qui se développe fort, et au détriment, finalement, de la voile plus classique, plus traditionnelle, plus royale, on va dire, du voilier. On en a, mais c'est moins majoritaire, quoi. Et après, pour finir, c'est vrai qu'il y a des modèles, je ne veux pas citer de marque, mais tu parlais des boat clubs, il y a aussi pas mal les gens louent leur bateau parce que ça devient très cher, la propriété c'est plus trop à la mode, on va dire, et entre mettre 100 000 euros dans un bateau et payer 1 000 euros pour faire 3-4 jours avec ses potes sur un bateau, c'est plutôt les tendances qui se profilent, quoi. Sébastien ? Oui, Audrey, on se posait cette question que tu viens d'évoquer, à savoir station balnéaire pleine, et effectivement peu de pratiquants, ce que te disait Willy au départ, de nautisme au sens noble du terme, de voilier ou autre. Et en fait, quand on interrogeait les gens, plus de 50% des gens qui venaient sur la station balnéaire rêvaient de pratiquer du voilier. Donc on a commencé à réfléchir, et notamment avec le CPA sur place, sur comment on arrivait à rendre accessible, à faire en sorte de goûter, d'avoir cet apprentissage et d'emmener cette nouvelle clientèle. Parce qu'en fait, ils sont sur la plage, en gros, alors ils peuvent faire du kite ou autre chose, ils voient les beaux voiliers au loin et ça leur paraît un autre monde inaccessible, financièrement d'abord, et ça c'est la base, effectivement, mais aussi en termes de pratique et puis d'accès, comment je fais pour monter sur un bateau. Et ça, en tant que gestionnaire de station, ça a vraiment été une problématique qu'on a touché du doigt. Ouais, et puis l'engagement est différent quand tu loues un kite ou une planche. Si tu te débrouilles pas très bien, les impacts sont pas très forts. Si tu partir avec un monocoque, c'est pas. Il faut quand même un peu toucher la navigation, quoi. Si on reprend le peu paradoxe de la montagne, je sais pas skier, je vais à l'école de ski, je sais que je vais là, on va me dire quel matériel je dois prendre et on va me donner le cours. J'arrive à la mer, je veux faire du nautisme, je vois le voilier au loin, je fais comment ? Je vais à la capitainerie, mais là, comme disait Adrien, c'est de la gestion de place. Comment j'accède à ça ? C'est beaucoup moins fluidifié en termes de parcours client et moins accessible. Et du coup, le rêve est encore un peu plus fantasmé, quoi. Ouais. Peut-être qu'on peut effectivement demander à Adrien s'il y a des solutions de prévues, parce que tu as raison, il y a ce décalage entre la visibilité dans les médias des courses au grand large qui fascinent tout le monde, le million de joueurs de virtual regatta, etc. Et puis, comme tu dis, il y a un blocage. Je ne sais pas si Adrien il est toujours là. Adrien, une réponse courte et concise, s'il te plaît. Non, mais tout est dit. Alors moi, c'est vraiment la vision que j'ai, c'est que l'accès à la pratique est beaucoup moins fluide qu'à la montagne. Là, il y a beaucoup d'idées, en tout cas, à explorer. Mais on a vraiment une sensation de perte en ligne monstrueuse, parce qu'effectivement, toutes les études montrent que les gens ont envie que ça aille sur l'eau. Tous les ans, il y a 100 000 personnes qui passent leur permis bateau, et derrière, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Donc, il y a un vrai travail à faire, justement, pour accompagner les pratiquants vers quelque chose de plus régulier. Et l'enjeu de la filière nautique, justement, c'est d'être capable un peu de se décloisonner et de travailler de manière plus coordonnée, là où je pense que la montagne a vraiment une longueur d'avance par rapport à nous. Super. Merci à vous quatre pour ces premiers échanges vraiment très intéressants. On va poursuivre. Avant de passer à l'intervention suivante, je vais vous poser une question, chers auditeurs. Selon vous, justement, quels sont les atouts du secteur balnéaire pouvant inspirer le secteur du tourisme en montagne ? Donc ça fait un peu écho aux propos, vous avez quelques indices, quelques visions déjà partagées. Donc rendez-vous sur l'onglet « Partager » de votre interface et on affichera les réponses un peu plus tard. À présent, je vais donc interpeller Sébastien Mérignargues, qui est le directeur de l'Office du tourisme de Avoria. Sébastien, donc tu peux nous partager une analyse peut-être plus périmètre station, un peu plus large. Et
Donc ton analyse se base sur une expérience, comme tu l'as dit, quand même assez riche et intéressante sur les 2 types de destinations. Tu peux rapidement rappeler ce parcours? Ouais, si on peut mettre la présentation, comme ça permettra à tout le monde de suivre. Voilà. Alors déjà, juste, j'interviens parce que j'ai cette double casquette de direction de station balnéaire et montagne. Après, c'est juste mon expérience. Je ne prétends pas être le maître étalon et détenir la vérité sur ce sujet. Donc j'ai choisi dès le départ de faire des études et de travailler dans le développement et la gestion des stations touristiques. Donc, j'arrive pas à faire défiler. Est-ce que vous pouvez... Tac, Ok, voilà. pardon. Donc voilà, j'ai dirigé, alors ça fait un peu plus de 28 ans maintenant que je dirige des stations, la Clusaz, Tignes, Courchevel, Avoria actuellement, et comme je disais tout à l'heure, le Grau-du-Roi, Port-Camargue, à la mer, où mon expérience est quand même moins importante qu'à la montagne. Les similitudes, on en a parlé, je ne vais pas revenir dessus, il y a des évidences profondes, c'est des destinations touristiques, notre fonds de commerce, et ça c'est je pense quelque chose d'important aujourd'hui, c'est quand même l'espace naturel. C'est ce qui fait que les gens viennent chez nous. Willy et Adrien l'évoquaient, ça remonte à quelques siècles maintenant, où c'est cet aspect-là, bien-être et santé, et aujourd'hui on le retrouve dans les aspirations de notre clientèle. On a évidemment des problématiques de gestion d'infrastructures lourdes. Alors il y a eu des plans gouvernementaux, puis de la réglementation derrière, là aussi ça a bien été expliqué. Et puis le dernier point qui nous marque évidemment, c'est la saisonnalité, parce que ces infrastructures, qui dit infrastructure lourde dit amortissement, dit saisonnalité, dit problématique, et voilà. La direction de station, je vous l'ai dit aussi rapidement, c'est le même métier, c'est les mêmes techniques. Évidemment, c'est des univers très différents et on ne peut pas faire de copier-coller, mais il y a des parallèles évidents. Les modèles, dans les 2 cas, on l'a vu, il y a eu les modèles naturels de croissance parce que ça a été l'évolution des gens qui ont été dans des stations villages, qui ont été au bord de mer à proximité. Et puis après, il y a eu des politiques de planification pour le tourisme de masse, et le mot a été utilisé par Willy, et ça a toute son importance aujourd'hui, ce mot-là, parce qu'aujourd'hui, on doit gérer ça. Mais ces modèles-là, ils datent maintenant, et évidemment, le tourisme, c'est un monde en mutation permanente, et l'évolution est obligatoire et nécessaire. Et forcément depuis encore un petit peu plus d'1 an, puisqu'on est confronté à une crise relativement compliquée, on va dire. Les divergences, et là aussi il y en a quand même beaucoup, on l'a évoqué, Adrien vient de le dire, j'ai le sentiment que pour avoir dirigé les 2, et encore une fois c'est sur mon retour d'expérience à moi, il est plus facile de manager une destination montagne dans la logique d'une entreprise, même si c'est composé de 200 ou 300 acteurs différents, qu'une station balnéaire où l'attrait de la mer, entre guillemets, fait un petit peu le travail, et il y a moins besoin, ce que je mets, de marketer derrière. C'est ce qu'on évoquait pour l'accès aux produits, sur l'image, la différenciation. Quand je suis arrivé au Grau-du-Roi, on m'a dit oh, mais on n'a pas besoin, notre meilleur commercial, c'est tant qu'on aura la mer et du soleil, on remplira. C'est caricatural, mais quand même, c'est quelque chose qu'on retrouve et qui est un petit peu plus marqué, professionnalisé, je dirais, en montagne. C'est dû aussi parce que le produit est nettement moins accessible et moins naturel. Venir à la montagne, on l'évoquait, il y a un engagement financier qui est élevé, très élevé. La plaisance aussi, mais la mer, à l'inverse, c'est très accessible, très facile, et pour le coup, que ce soit en termes de pratique, de niveau physique ou financier, c'est ouvert au plus grand nombre. Et ça répond aux aspirations du plus grand nombre. Le potentiel de clientèle est bien plus important. Et ça m'emmène à un autre point que j'ai touché du doigt assez violemment. Pourtant, je dirigeais Tignes ou Courchevel, c'est des stations, quand vous êtes à 25-30 000 personnes, la station est pleine et c'est une très belle saison. Le Grau-du-Roi, je vous ai dit, on arrivait à des pointes à 150 000 personnes. Vous ne gérez pas du tout la destination de la même façon, et vous ne pouvez pas avoir la même dynamique et certainement pas le même contrôle. Donc c'est vraiment très différent, et c'est aussi lié à ça. Et un autre point qui, moi, m'a vraiment marqué, c'est les origines de la clientèle. Si on parle des grandes stations qui ont été aménagées sur le plan neige, on peut parler d'un Val d'Isère, de Courchevel qui sont développées après, c'est des stations qui tournent à 2/3 de clientèle étrangère. Des stations comme Tignes ou Avoria, c'est 50% de clientèle étrangère. Il est rare que les stations balnéaires aient une clientèle étrangère importante, hormis quelques cas particuliers qui sont plus des villes comme Nice ou Cannes sur des segments particuliers. Mais voilà, il y a quand même une internationalisation, un marché qui s'explique pour différentes raisons, et on l'a dit, financier, et on a besoin de faire venir du monde et de faire tourner, et la clientèle naturelle nationale ne suffit pas, d'autant plus, comme l'a évoqué avec l'UCPA tout à l'heure, qu'on a une problématique de renouvellement et de jeunes qui s'engagent. Donc ça, c'est des vraies différences marquées. Sur la situation, bon, je ne vais pas revenir sur la crise de la Covid du moment, si ce n'est dire que s'il y a 1 an, quelqu'un avait pu imaginer la moitié de ce qu'on est en train de vivre, on l'aurait enfermé. Je pense, elle est imprévue, elle est mondiale, malheureusement elle est durable, et puis on est soumis à des variations permanentes, évidemment qui nous obligent à nous adapter, c'est la clé de ces derniers mois.
c'est pas fini. On a une mission de pompier. Et quand je dis ça, en tant que tous les acteurs de ces territoires, on gère la crise. On passe beaucoup de temps, on travaille beaucoup, on fait plein de scénarios qui tombent à l'eau, on imagine des solutions. Au final, il y a peu de résultats en ligne. La productivité n'est pas au rendez-vous. Et c'est vrai qu'il y a un impact de crise qui va être très violent. Je parle là pour la montagne parce que j'y suis, j'ai plus de retours. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est qu'au début des conséquences. On commence à parler de la fréquentation en baisse, des PS de chiffre d'affaires. Mais très clairement, et là on ne parle pas dans un an, on parle de maintenant, c'est de la survie d'entreprise, c'est de l'emploi. Vous avez cité 120 000 emplois, 130 000 emplois directs, mais sur la vie des vallées, c'est 500 000 emplois. Et vous l'avez dit, c'est plus de 20% du territoire qui est concerné. Il y a des conséquences sociales énormes, des gens qui font leur année grâce à des emplois saisonniers de 5 mois qui n'ont pas été embauchés parce que certes, les grosses structures comme les remontées mécaniques ou les directions stations, on a embauché nos saisonniers, on a mis le chômage partiel. Mais il faut vous mettre à la place du commerçant qui tient un magasin de sport ou une alimentation. Là où il a embauché 4 saisonniers, cette année, il ne les a pas embauchés parce que s'il les embauche, même si on lui dit qu'il y a le chômage partiel, il doit prendre les logements sur place et autres. Il a essayé de limiter ses coûts, donc il gère ça avec son conjoint. Ceci étant, les 4 saisonniers ou 5 saisonniers qui n'ont pas été embauchés, c'est des gens qui vivaient grâce à ça sur l'année. Et clairement, au moment où on parle, on touche vraiment à peine la partie visible de l'iceberg de ce qui va se passer parce que l'impact va être sévère, réellement. Alors, il n'est pas question de pleurer. On a été confronté à cette situation un peu ubuesque de fermeture des remontées mécaniques, mais stations ouvertes. Donc, évidemment qu'on s'est adapté. Ça a été plus ou moins facile. Et là, on pourrait reprendre ce que Willy a présenté tout à l'heure. Les stations villages traditionnelles, alors si je parle de la Clusac, je connais bien, ou Morzine, qui est au pied d'Avoria, se sont plus facilement adaptées parce qu'il y a une vie à l'année. C'est bien plus compliqué pour les stations d'altitude comme Avoria ou Tignes, qui sont des temples de la glisse au départ. Mais le travail a été fait. On a mis en avant la multitude des activités montagne, et clairement, il y en a beaucoup. Alors c'est vrai qu'on communique essentiellement sur le ski, mais il y en a quand même une large palette. Et elle a rencontré son public, les gens ont été satisfaits, ça a bien marché. Les socioprofessionnels ont bien joué le jeu sur ce qui se passe et ce qui s'est passé. Mais, et le mais est vraiment important, parce qu'aujourd'hui, je voudrais revenir un peu sur le climat de ces derniers temps. C'est vrai qu'on a eu pas mal de sujets dans les médias, dans la presse, sur les réseaux sociaux. On avait l'impression que la montagne, c'était Walt Disney sur la fin d'année. C'est joli, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de voiture. On découvre des activités qu'on n'avait pas fait, le ski de randonnée, le ski de fond, la raquette. On est créatif, mais on n'a pas inventé le ski de fond et la raquette il y a 3 mois. C'est des pratiques qui existent depuis des siècles. Si aujourd'hui, elles ne remplissaient pas, c'est que quelque part, il y avait aussi des freins à cette pratique-là. Donc certes, cette crise, elle est révélatrice de nos points forts et de nos points faibles. Comme toute crise, c'est un accélérateur, un coup de boost, même un coup de pied aux fesses pour les changements, c'est une certitude. Mais je voudrais revenir là-dessus en disant encore une fois, attention, certes, il y a des choses sympas, mais au moment où on parle, et ça c'est avant les annonces qui vont arriver dans les jours qui viennent, on parle de réservation sur l'ensemble de la montagne à pratiquement 2/3 de moins, et ça va encore diminuer, et 80% de chiffre d'affaires en moins. Donc dans l'absolu, on se dit, bon, bah ok, sauf que l'année, elle tient sur 4-5 mois, et donc il y a toutes les conséquences qu'on vient d'évoquer. Tout ça pour dire que notre modèle à la montagne, mais je pourrais dire exactement la même chose sur le modèle maritime, il est basé sur le volume. Et ça reprend l'intervention de tout à l'heure, qui était une très bonne présentation qu'on n'a pas coordonnée, mais on parle de tourisme de masse. On est aujourd'hui sur des structures qui ne sont pas adaptées pour ce type de pratique et ce type d'évolution. Alors certes, il est faux, c'est nécessaire, mais ce n'est pas le cas. D'autant que depuis, on va dire, des décennies, depuis les plans neige et les plans racines à la mer, on a une logique qui est de dire on va construire de nouveaux lits, on aura de nouveaux clients. Cette logique, 40 ans après, alors je sais qu'en disant ça, je vais avoir plein d'ennemis, mais ce n'est pas nouveau, elle est fausse. Objectivement, si je parle de la montagne, le taux de skieurs en Europe depuis 40 ans, il est inférieur à 10%, il n'a pas évolué. En France, en 40 ans, on a multiplié par 2 notre stock, notre offre de lits. Multiplié par 2. Et paradoxalement, on pourrait se dire, à partir du moment où on fait monter notre offre, et je ne vais pas faire un gros cours d'économie, et que la demande reste la même, on va baisser les prix, on va rendre accessible. Faux. Willy l'a dit aussi, on est dans une logique de valeur. Donc, on a cette problématique qui est complètement incohérente, de dire, on a une aspiration des gens à une montagne plus verte, plus durable, plus 4 saisons, mais notre modèle aujourd'hui, il est quand même basé sur du volume, indubitablement. Et surtout, notre logique depuis des décennies, elle va dans ce sens-là. Il serait temps de remettre en cause le modèle. On a parlé des lits froids, qui est une problématique sur le tourisme français. Alors là, indifféremment mer et montagne, je pense que
les points communs, là, c'est même plus des points communs, c'est les copier-coller purs qu'on retrouve. Et même si on stoppait cette fuite en avant, il ne faut pas oublier que nos modèles, on a des stations aujourd'hui comme La Plagne ou Chamonix qui atteignent 80 000 lits, quoi. Et ce n'est pas avec du ski de randonnée ou de la raquette ou du chien de traîneau qu'on va pouvoir les remplir. Donc, pour moi, je pense qu'il faut qu'on arrête ce raisonnement de l'or blanc et de « OK, on va construire des lits, on va emmener du monde et ça va faire vivre tout le monde ». Depuis quelques années, on parle de l'or vert, de la logique des 4 saisons. Et oui, elle est nécessaire. Oui, on a commencé ce travail. Oui, on ne l'a pas fait assez. Il faut l'amplifier, il faut continuer. Mais il ne faut pas tomber non plus dans l'angélisme et se dire que oui, ça va résoudre tous nos problèmes. Et je préférais qu'on parle de vacances à la montagne, dans des stations de montagne, comme on parle de vacances à la mer. Et on ne parle pas de vacances dans les ports de plaisance. Et ça, c'est un exemple que la montagne pourrait prendre. Et pas raisonner, je pars au ski, mais je pars à la montagne. Quand il y a de la neige, je fais du ski. Quand il n'y a pas de neige, je fais autre chose. Et différent. Mais en tout cas, on ne peut pas rester sur nos modèles actuels, parce que clairement, ils sont mis à mal au-delà de la crise conjoncturelle. Parfait. Merci Sébastien. Tu es parfait dans le timing. Super. Eh bien, est-ce que vous voulez, Willy, Adrien, Pascal, réagir sur les propos de Sébastien? Moi, je trouve que, alors, comme je m'occupe un petit peu plus de la montagne quand même, je trouve qu'on a beaucoup plus de facilité à la montagne à travailler qu'à la mer par rapport à la saisonnalité. Moi, quand on réfléchit à qui on va amener à la montagne et quand on réfléchit à qui on va amener à la mer, je trouve que le point fort, ou l'avantage, pas le point fort, mais l'avantage de la montagne, c'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse saison de ski qui va durer, une grosse saison de sport d'hiver qui va durer de mi-décembre à mi-avril, des fois fin mai quand on va sur Val Thorens, et que ça peut reprendre à partir de mi-juin sur de l'Alpi et ça finit jusqu'à même fin septembre. Certes, il y a moins de gros volumes, comme tu disais, sur Courchevel, quand tu as 25 000, tu es au maximum, alors qu'au Gros du Roi, tu as 150 000. Mais par contre, quand je vois la complexité, quand même, c'est beaucoup plus dur à exploiter, je trouve, le littoral, parce qu'il y a quand même cette condition qui est liée au soleil, comme tu disais, tant qu'il y a le soleil et la mer. Mais le soleil, malheureusement, en France, on l'a pas tout le temps, 12 mois sur 12. Et c'est beaucoup plus complexe une fois que tu as fait ta saison entre fin mai et fin septembre. C'est là où il faut que tu sois bon. Et je trouve que la montagne a cet avantage-là, de pouvoir diversifier plus longtemps, plus facilement. Alors je sais que sur le littoral, tout le monde essaie de diversifier plus longtemps, mais on est contraint vraiment par cette saisonnalité. Et je trouve que ça, c'est une vraie différence quand même. Et c'est, à mon avis, pour les collègues du littoral, beaucoup plus complexe à gérer que nous, collègues, personnes de la montagne, quoi. J'ai des réflexions aussi. Alors, c'est sûr que ce sont des sujets très très difficiles et pleins de contradictions. D'abord, sur la course en avant, le développement immobilier aujourd'hui, qui crée encore plus de lits froids, avec des hébergements de plus en plus confortables et spacieux. Malheureusement, il faut aussi se poser la question que si on n'avait pas engagé cette masse, ce développement de nouveaux lits depuis une vingtaine d'années, où on en serait avec la demande. Parce qu'en fait, ce que tu dis est très juste, on construit plus de lits, trop de lits, pour finalement avoir une fréquentation qui n'évolue plus. Si on n'avait pas construit ces nouveaux lits, malheureusement, on peut se poser la question si on avait pu maintenir ce marché-là. Parce qu'on serait passé à côté de beaucoup de clientèle et des attentes de beaucoup de clientèle. Parce qu'on a du mal à rénover, en gros. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Je pense que le problème, il est là. Voilà. Te couper, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Mais tant que... c'est l'instinct humain. Tant qu'il sera plus facile de gagner de l'argent avec de la promotion sur du neuf que sur de la rénovation sur de l'ancien, on sera dans ce schéma. Ceci étant, et je rejoins Willy, c'est clair que le studio de 15 mètres carrés pour 4 personnes où il fallait déplier la table pour ouvrir le lit, et quand on allait au lit, on ne pouvait pas ouvrir la porte des toilettes, le schéma d'il y a 30 ans qui existait, aujourd'hui, c'est plus du tout dans les mœurs et on a besoin de rénover ça. Mais c'est vrai que toutes les incitations fiscales et autres qui ont amené aux résidences de tourisme et à différentes choses qui sont réellement le moteur économique de nos stations, si on l'enlève, on est mort. Clairement, je rejoins Willy à 200%. Par contre, est-ce qu'on continue dans ce modèle? Est-ce qu'on continue à bétonner? Est-ce qu'on continue à grignoter la montagne et à laisser des friches urbaines dans le centre station? Parce qu'il y a des stations aujourd'hui où vous avez des friches urbaines, au sens premier du terme. Là, il y a, de mon point de vue, une vraie question à se poser. Et plus on va attendre, plus le problème deviendra important parce que c'est pas propre au tourisme, c'est pas propre à la mer ou aux stations. Aujourd'hui, il y a quand même une aspiration verte, on va dire, de la population.
Et je l'ai dit au départ, notre fonds de commerce, notre base, ce qui nous fait vivre, c'est l'espace naturel et c'est ce qu'on en fait. Si on continue à le rogner, on va se retrouver à un moment donné, c'est l'effet ciseau d'une courbe. Les aspirations par rapport à ce qu'on va proposer, ça va être trop loin. Et après, il ne faudra pas qu'on s'étonne trop que les gens préfèrent être sur du virtuel plutôt que sur du réel. Et en même temps, l'autre difficulté, mais il n'y a aussi pas de solution simple, c'est qu'on sait, c'est très facile à mesurer, c'est qu'aujourd'hui, si on prend sur l'espace d'une vie 40 ans, le pratiquant de ski ou de snowboard qui a un bon niveau, qui aime ça, sa contribution à l'économie, elle est un multiple de ceux qui viennent de temps en temps faire un peu de raquette. Ça, c'est un constat très dur qu'on fait. Donc, si on doit glisser de l'un à l'autre, la solution, elle n'est pas évidente non plus à ce niveau-là. Ah non, c'est ce que j'ai bien dit. Hein. Surtout, j'ai bien dit, attention, dans le contexte, on a une vision un peu idyllique de la montagne, la raquette, c'est sympa, oui, mais ça ne fait absolument pas vivre nos vallées. Si on devait se développer, être sur un schéma uniquement vert, ça peut marcher si on a un gîte dans les Cévennes, au Mont Cévennes, et qu'on traite 20 personnes. Dans une station qui a 30 000 lits, ça ne marche pas. Ça voudrait dire que dans ce cas-là, au lieu d'avoir 120 000 emplois, on parlerait de 20 000 emplois en montagne, on renvoie 100 000 personnes dans les villes et on dépeuple nos territoires. Je rejoins à 2000%, il n'y a absolument aucun débat là-dessus. C'est juste la question d'équilibre entre attention aux aspirations de la clientèle, nos modèles doivent évoluer par rapport à ça, et en même temps, il y a la réalité économique qui fait vivre nos territoires aujourd'hui. Après, la solution sur la montagne passe par l'été. Parce que c'est vrai que vous vous centrez beaucoup sur l'hiver. Et justement, ce côté vert où de plus en plus de gens, alors nous on le voit sur notre clientèle, mais on est souvent interrogé par les collègues de Savoie-Mont-Blanc. Il y a quand même ce retour à la nature, le réchauffement climatique qui fait que c'est trop chaud sur le littoral. Il y a beaucoup de monde, donc on veut s'en sortir. On ne va même pas parler de la question de la crise du Covid. Hein. Mais c'est vrai que la montagne a quand même un pouvoir assez attractif sur l'été, qui peut justement un peu venir compenser. Tu parlais de Chamonix. Je crois que Chamonix accueille plus de personnes en été qu'en hiver sur les périodes d'alpinisme, quoi. Alpinisme et il y a plus de pratiquants l'été que l'hiver. Donc il y a aussi quand même sur la montagne cet avantage-là, c'est ce que je disais, hein, qu'on peut se retrouver sur et qui peut rentabiliser parce que en plus il y a eu une chose, c'est que Savoie-Mont-Blanc disait la montagne c'est pas cher l'été. C'est vrai que c'est moins cher l'été que l'hiver en termes de logement. Après il y a un travail à faire sur la partie activité parce que la partie activité devient très chère. Ouais. Une journée de canyoning c'est 80 €, en famille T4 ça fait 300 € la journée. Donc là il y a un travail à faire. Mais je pense qu'il y a vraiment un souffle qui va à mon avis continuer. Pas forcément, je pense, au détriment du littoral, parce que malgré tout, le soleil et la mer, ça va continuer à attirer un maximum de gens, avec, je pense, une diversification de la consommation des vacances sur le littoral. Hein. On parlait tout à l'heure avec Adrien. C'est vrai que moi, je représente un petit peu les vacances actives. C'est vrai que je pense que c'est quand même une donnée de fond que maintenant, les gens veulent faire autre chose que rester sur un transat ou... Donc ce côté très actif fera qu'à mon avis, les choses vont changer. Tu parles de ce côté raquette à randonnée, c'est vrai qu'en massification, c'est pas possible. Malgré tout, c'est une tendance de fond qui monte aussi sur le littoral et qui va transformer petit à petit. Ouais, il y a des beaux modèles. Hein. Whistler au Canada, depuis 3 ans, ils ont plus de passages sur leur remontée mécanique hors ski qu'en ski. Alors que c'est une station qui a un glacier, qui est ouverte... allez, si ce n'est pas 12 mois par an, au moins 10 mois par an. Ceci étant, aujourd'hui, s'il n'y a pas le ski, le passage en VTT, en randonnée, ça ne permet pas d'acheter le télésiège. Donc c'est un équilibre, et je te rejoins, il faut qu'on raisonne cette fameuse 4 saisons, essayer d'y arriver, mais on n'y est pas encore. Hein. Bon, après, je ne vais pas anticiper sur ce que je dirai après, hein, mais il est clair que nous, on est toujours challengés, il faut faire venir des gens sur la raquette, etc. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, le ski, c'est un peu has-been pour les jeunes, ils veulent d'autres choses, etc. Oui, d'accord, mais on le voit là, cas concret, Covid, il n'y a pas le ski alpin, il n'y a pas d'économie, enfin, il n'y a plus l'économie. C'est en fait, quand ils nous disent, oui, mais quand même, oui, il n'y a pas que le ski, mais il y a la raquette, etc. C'est comme quand tu dis au restaurateur... On a ces activités, comme tu disais, et pourtant, ça fait longtemps qu'on a ces possibilités, mais qu'on n'a pas trouvé le modèle derrière qui permet aussi de rapporter autant et de générer autant de retombées. Là, tu vois, mon collègue qui est sur Valseny, donc au-dessus, il y a le plateau de Bessan, qui est une grosse place pour le ski de fond. C'est la première année où il cartonne comme ça. La station de Bessan, elle est full complet. Donc super, donc les gens, ils ont adhéré. Le seul problème, les retours sont, je ne dis pas très bons, mais
c'est quand même dur de faire du ski de fond. Ah, Et en fait, prendre des skis et glisser, c'est un peu moins dur, c'est de suite un peu plus fun. Et je ne compare pas, je ne dis pas c'est moins bien, ou c'est différent. Mais pour la masse, comme tu disais, le tourisme de masse, c'est différent. Le ski de rando, c'est super, c'est génial, mais on est tous un peu pratiquants, c'est quand même un peu élitiste. Il faut que tu aies un peu la caisse, le matériel coûte cher, il faut connaître un peu la montagne, sinon tu te fais coffrer. C'est pas, le ski est sécurisé, le ski et c'est la locomotive. Ouais. En même temps, je ne sais pas si Adrien est toujours là, parce que c'est Il lui va qui... essayer d'intervenir là, il est un petit peu bloqué. Mais D'accord, il il me l'a dit hier, c'est que apparemment cette année, pour les vacances de février, les réservations vont bon train à Quiberon, au littoral. C'est-à-dire que voilà, il y a une partie de la clientèle de la montagne qui est en train de partir, je ne sais pas, sous la pluie en février à Quiberon, je ne sais pas quel temps il fait. J'ai peut-être une image extrêmement caricaturale de ce lieu, mais... Objectivement, et je le gère en ce moment, venir à la montagne, vous n'avez pas de ski, pas de remontée, vous devez être chez vous à 18h, il n'y a pas de bar, pas de terrasse, pas de restaurant. Les gens qui viennent, ils sont sacrément motivés, il faut leur donner une médaille. Les arguments pour faire venir. Je vais vous interrompre, on va continuer après. On va lancer... Adrien va intervenir après. On va lancer une capsule vidéo et avant, je vous rappelle qu'une question vous avez été posée, chers auditeurs. Vous allez sur l'onglet « Participer ». On va fermer la question après la vidéo de François. Donc, on va pouvoir lancer la vidéo de François, directeur de l'agence Alps. Il est spécialisé dans le tourisme, le marketing territorial et l'innovation. Il accompagne les acteurs sur les 2 filières, de la Nouvelle-Calédonie à la station de ski de Verbier, en passant par la ville touristique de Menton et la Fédération française de ski. Régie, vous pouvez envoyer. Intervenir à distance et aussi un petit peu en différé pour qu'on puisse parler ensemble de ce regard croisé mer et montagne. Mon discours va être assez simple en fin de compte si on revient sur l'histoire, pourquoi on veut les opposer ou en tout cas on y a mis une opposition alors que les deux ont une histoire commune puisque le littoral a vécu au XVIIIe siècle un tourisme de santé avec des points zéro que peuvent être Cannes, Nice, Hyères. La montagne a vécu la même chose au XIXe siècle puisqu'on a soigné l'asthme, on a soigné des maladies respiratoires en montagne. Et, enfin, c'est une histoire commune, c'est 2 frères qui sont tout le temps côte à côte et qui composent une partie du tourisme français en tout cas. La preuve, ils ont souvent les mêmes clients. Ils subissent les mêmes contraintes actuellement. Il y a des territoires qui vivent les deux, et notamment je pense à la région Sud-PACA qui vit d'une marque montagne et vit aussi d'une marque touristique très forte sur sa partie littorale qui reste vaste. Les séjours ont changé aussi. On remarque une absence de plus en plus marquée du tourisme social sur lequel il va falloir faire attention dans les générations futures à l'apprentissage du ski, au fait qu'on puisse découvrir le littoral aussi au plus jeune âge pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. Et on l'avait vécu jusqu'à présent, il y a un fort ralentissement dessus. Alors même s'il y a des politiques qui relancent un petit peu ça, c'est quand même un problème à prendre à bras le corps puisque c'est une culture qu'on propose aux habitants et aux touristes notamment, et qu'il faut pouvoir continuer puisque c'est l'éducation en fin de compte du tourisme qui passe au travers de ça. Pour conclure, parce que ça reste qu'une capsule, la France elle est grande, son tourisme aussi, même si on veut se dire leader, on ne l'est plus forcément, et pourtant on s'obstine à la gérer dans une généralité au lieu de jouer de ses spécificités. Un tourisme urbain, un tourisme de campagne, un tourisme religieux qui est très puissant encore dans notre pays, un tourisme de montagne, un tourisme littoral, un tourisme sportif, un tourisme santé, un tourisme bien-être, il y en a plein. Ça amène quelques questions, ça pose un contexte sur le futur du tourisme, sur lequel nous n'avons pas forcément la main, cependant à eux aussi de développer peut-être des relations entre mer et montagne qui peuvent être bénéfiques et qui ont toujours existé, mais qui peuvent être encore plus approfondies à mon avis. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à bientôt. Eh bien, merci François d'avoir intervenu en différé et à distance.
Les propos de François font écho déjà aux discussions qu'on a eues. Je vous propose de rebondir dessus à la fin, comme ça on aura le temps. Notamment par rapport au tourisme social, c'est des sujets, par rapport à l'accessibilité de nos destinations et des pratiques. Ça va faire aussi écho à ta présentation que tu vas faire et à l'UCPA. Je vous propose aussi, chers auditeurs, de participer au second questionnaire. La question, cette fois, c'est à l'inverse. Question miroir par rapport à la première question. Quels sont, selon vous, les atouts du tourisme en montagne qui peuvent inspirer le tourisme balnéaire? Donc, pareil, vous vous rendez sur l'onglet « Participer » et on affichera les questions à la fin et on pourra vraiment rebondir dessus. Donc, maintenant, on discute du sujet mer-montagne à travers un prisme vraiment plus spécifique consommateur et pratique. C'est Pascal, responsable marketing en charge de l'offre produit de l'UCPA, qui va partager son analyse. Pascal, je te laisse rappeler déjà rapidement l'UCPA, même si beaucoup connaissent. Oui, alors bon, ça fait le lien avec... sur le côté mer-montagne, l'UCPA, pour ceux qui ne connaissent pas, donc ça veut dire l'Union des centres de plein air. Et c'est une entité qui est née dans les années 60, suite à la volonté de Maurice Herzog, de rapprocher finalement la mer et la montagne, on est dans le sujet, puisque c'était les fédérations de ski et les fédérations de voile qu'on a unifiées, et qui est devenue donc cette association, puisque tu parlais de tourisme social à la base, donc, et c'est toujours d'ailleurs le credo de l'UCPA de faire du tourisme social, même si l'UCPA s'est diversifié. Alors c'est pas le sujet, mais tu parlais tout à l'heure de changement climatique, etc. Donc la base de l'UCPA, c'est les vacances et les colonies. Les vacances pour les jeunes adultes, l'accessibilité au sport pour les jeunes adultes et l'accessibilité pour les petits, les colonies de vacances. C'est aussi un CFA des métiers du sport. Donc, quand on parlait mer-montagne, il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous se former au métier de moniteur de ski, avec des qualifications pour être moniteur de voile, pour faire travailler les gens hiver, été, justement, avec ces passerelles. Ou après, il y a toutes les skis de fond, moniteur de kayak. Enfin, on peut trouver toutes les associations. Et puis, changement climatique oblige, on l'a évoqué, le ski quand même, un petit peu la vache à lait sur les vacances, notamment d'hiver. Et puis on imagine le changement climatique. Et l'UCPA s'est diversifié pas mal en travaillant sur le loisir, l'accessibilité aux loisirs de proximité, donc près des villes. En déployant ou en s'engageant auprès de collectivités territoriales, notamment en type de délégation de services publics, auprès de piscines, de centres équestres, de bases de loisirs, etc. On a à peu près 70 structures qui tournent là-dessus, justement, pour essayer de prendre le relais à un moment donné. Quand on imagine le plus tard possible, il manquera un petit peu de neige, quand ça descendra un petit peu d'un côté, ça puisse remonter de l'autre. Il s'est diversifié sur d'autres marques, notamment sur les colonies. On a renforcé notre prégnance, on va dire, sur ce marché-là, en intégrant la marque Teligo, qui était une grosse marque de colonies de vacances, et tout azimut également pour des primaires. On a intégré aussi l'idée de la montagne verte, de la verdure, même si là c'est pour les plus âgés, les collègues de la Balaguère, qui sont plutôt, qui est plutôt une entreprise qui travaillait sur la randonnée, avec des terres d'aventure à l'Ibère, etc. Là, disons que dans le projet, l'idée c'était de dire aussi, on accueille les enfants à partir de 3 ans en famille, et maintenant on pourra aller jusqu'à 77 ans avec les papis-mamies de la Balaguère, on va dire, sans être péjoratif. Donc, dans ce tourisme social, on peut proposer de venir sur le groupe UCPA en vacances de tout petit à la fin de ses capacités à monter en haut des montagnes, quoi. Si je fais le lien, donc un petit peu, vous voyez, sur la montagne, on accueille grosso modo 130 000 personnes pour à peu près 80 000 personnes sur la partie littorale. Et bien évidemment, tout est très porté par la montagne l'hiver de manière individuelle. En été, il y a un peu moins de gens qui y vont et le pic se fait plus finalement sur la partie littorale. Même si on disait qu'on est plutôt sur un marché croissant sur la montagne avec des activités qui finalement cartonnent, l'escalade cartonne, et je pense qu'il y a un lien avec, on en parlait juste un petit peu avant, la pratique près des centres-villes, dans toutes les salles de bloc, etc. Donc
les gens commencent à basculer sur la partie outdoor, donc l'escalade cartonne, l'alpinisme cartonne, mais on n'est pas au niveau, pour faire le lien avec ce que disait tout à l'heure Adrien, la partie nautique, alors nous on est plutôt, ce qui marche fort c'est la nautique légère, le surf, le kitesurf, le foil. L'habitacle, c'est un peu plus noble, un peu plus dur, donc l'apprentissage plus long, donc c'est un marché qui est un peu plus bas. Et ce qui marche très très fort dans la régénération finalement des populations, c'est aussi les colonies vacances, puisque c'est très concentré forcément l'été, mais sur la partie estivale, c'est le public des tout petits, on va dire des 7-17 ans, qui tire vraiment les vacances à l'UCPA vers l'eau. La grosse différence qu'il peut y avoir entre la montagne et le littoral, c'est que finalement, sur la montagne, tu l'as dit, à un moment donné, on a monté des lits, et à l'UCPA qui a 60 ou 65 ans, on était aussi là-dessus. On a une vingtaine de sites où on n'est pas des gros porteurs comme un Club Med qui a beaucoup de lits, mais on a maximum 400 personnes, on ne fait pas du tourisme de masse. Mais on a ce patrimoine. Et ce patrimoine, il est lié, on le sait tous, aux remontées mécaniques. Donc on est engagé au lit, aux remontées mécaniques. Donc le modèle de montagne à l'UCPA, c'est finalement l'optimisation de nos lits. Et c'est là que l'équilibre il est assez complexe entre trouver l'idée de régénérer notre clientèle, faire venir nos jeunes, parce que tu l'as montré tout à l'heure, Willy, c'est plutôt une tendance baby boomer et papy qui viennent à la montagne, et nous régénérer donc cette base en faisant apprendre les gens, en apprenant les gens à skier et en rendant le ski et le snowboard et toutes les activités montagne accessibles. Mais on a ce souci quand même d'optimisation. Donc malgré l'idée de vouloir faire des packages pas trop chers, l'idée n'est pas de casser le marché, mais de jouer vraiment sur l'accessibilité pour ces jeunes, on est obligé à un moment donné de compenser, parce qu'à un moment donné, entre le bâtiment, les remontées mécaniques, c'est très cher et on ne peut pas s'en sortir en disant allez, allons-y, on va faire des packages à 500 € et c'est parti. Ça ne peut pas marcher. Un, ça casserait le marché, et deux, l'équilibre de l'UCPA ne tiendrait pas. L'été, c'est un peu différent. Même si c'est un marché croissant, là, par contre, on a trop de lits. Donc, en fait, on a juste finalement nos ouvertures à la demande client qui est croissante. Alors, l'avantage, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que étant propriétaire de nos bâtiments, la production est un petit peu moins chère, ce qui nous permet de donner de l'accessibilité pour toutes les activités, canyon, kayak, etc. Et justement, les collègues de Savoie-Mont-Blanc essaient de packager ça. Alors, c'est plus difficile avec des sports techniques, puisqu'il faut quand même des RH associés. Mais nous, on a cet avantage-là d'être propriétaire de nos bâtiments et de pouvoir proposer des packages pas chers en alpinisme, etc. Enfin, pas chers. Accessible, on va dire. Accessible. C'est pas cher n'est pas le mot. Mais on s'ajuste. Et finalement, comme on n'a pas besoin de tout ouvrir, plus la demande va croître sur la montagne, plus on va ouvrir et plus on va étoffer nos équipes, etc. Sur le littoral, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on a nos sites, puisque pareil, il y a eu aussi, on a acquis des sites à Port-Camargue, tu étais là-bas, à Hyères, etc. Par contre, là, on est un peu en limite, finalement, nous, de stock, parce qu'on n'a pas non plus des volumes très importants, mais on a à peu près 25 sites qui sont en Bretagne, sur la côte girondine, sur tout le pourtour méditerranéen. Et par contre, là où ça va vite, c'est, je le disais, le surf, et on adapte la demande en montant des surf camps, en les montant sur toute la côte, finalement, et c'est comme ça qu'on arrive à absorber la demande. Donc les enjeux, bon, c'est ce que je disais, vraiment sur l'hiver, c'est l'optimisation de notre occupation des lits, c'est de rendre la montagne accessible pour les jeunes et faire revenir les jeunes à la montagne. Et l'été, c'est proposer cette diversification très forte pour aussi attirer les jeunes sur toutes les pratiques de montagne qui peuvent se faire, hiver comme été, parce que c'est vrai que sur l'hiver, on parle du ski, mais il y a le snowboard, il y a le ski de rando, il y a le splitboard, il y a le télémark, donc il y a tout. Sur le littoral, la demande, on s'adapte vraiment à la demande. Il y a vraiment une demande très très forte, pas en nautique, croisière malheureusement, mais sur le surf, c'est vraiment là on met 10 places à midi 10, il n'y a plus de place. C'est vraiment le très très fort engouement. Je pense qu'il y a le lifestyle, tu en parlais tout à l'heure, mais il y a cet imaginaire aussi de tout ce qui va avec, le sport californien, ça marche encore. Et ensuite, par contre, nous,
l'enjeu qu'on a sur le littoral, c'est qu'on a aussi quand même une clientèle qui est un peu clubbeur, on va dire, qui vient en vacances. Et on ne va pas se cacher, les prestations hôtelières de l'UCPA ne sont pas celles du Club Med, les prestations de services ne sont pas celles du Club Med. Donc c'est aussi de servir cette clientèle qui veut venir découvrir l'activité, mais qui veut aussi passer des vacances, pas allez on se lève, on va ramer en surf, non, on veut aussi faire la fête. Tu peux peut-être lancer la vidéo pour oui, parler je vais de la lancer. progression. Alors, ça va faire écho aussi à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une très forte tendance chez nous, toute la partie bien-être. Alors, bien-être chez nous, c'est quoi? C'est pas on va faire du spa, mais c'est plutôt la connexion, l'immersion nature, lâcher la ville, c'est ça le bien-être chez nous. Il y a une très forte tendance. Il y a une très forte tendance aussi à la micro-aventure. Donc vous voyez, je vous ai mis une petite vidéo sur... On fait des stages où on couple le yoga avec le surf, le yoga avec le paddle, le yoga avec l'escalade, le yoga avec voilà, plein d'activités. Et c'est une tendance de fond qui marche. Je pense que les gens, en plus, avec la crise du Covid, ont besoin de se retrouver, ont besoin de sortir de leur appartement. Et voilà, quand on va faire du yoga au milieu d'un lac avec du surf derrière, je pense que les gens s'y retrouvent fortement. Malgré tout, même si il y a une croissance en 2 ans, on fait plus 100%. Mais on est à 500 personnes. Donc en fait, c'est une demande qui est croissante, on la développe, mais ce n'est pas le surf de masse, où les gens ils veulent faire du surf. Donc c'est là où, si on fait le parallèle avec la montagne, il y a une demande croissante en raquettes et bien-être, en ski de fond, en ski de rando et bien-être, ski de rando yoga. Mais ça reste marginal, c'est du complément. Et même si c'est des croissances à 2 chiffres, ça reste 5% de ce qu'on propose. L'autre tendance qu'il va y avoir, le deuxième film va partir, je vais moins parler parce que je vais laisser les gens parler à ma place, c'est la micro-aventure. C'est vivre des expériences on n'a pas l'habitude de vivre, quoi. Donc si, en régie, vous pouvez lancer la petite vidéo et que tout le monde ait le son. Donc là-haut, on va avoir vraiment un panorama sur le Mont Blanc, parce qu'on est vraiment aux premières loges pour admirer par exemple le coucher de soleil. On part pour 2 jours d'itinérance pour aller se rendre au chalet de Chailloux. C'est un petit alpage qui se trouve sur le massif des Aiguilles Rouges. Une fois qu'on est arrivé tout en haut au niveau de refuge, on avait une vue splendide sur le Mont Blanc et sur l'aiguille du Midi. L'objectif, c'est vraiment d'apprendre à être un petit peu autonome en montagne sur ces 2 jours. Il faut faire du feu, il faut préparer la nourriture, il faut aller chercher l'eau. Et puis on ira chercher aussi de quoi faire peut-être une tisane quand on sera installé là-haut. Donc là, Grosso modo, c'est reparti. Donc en fait, ce petit... je vais revenir sur mon slide, si vous pouvez le mettre. Sur la dernière, sur la dernière, ouais. Est-ce que vous pouvez mettre la slide sur les tendances micro-aventure Voilà. Et, Quelque chose de ressourçant. c'était juste avant. Juste avant. Encore avant, celle-là. Hop. En tout cas, donc l'idée de ce petit film aussi, en complément du yoga, c'est pour vous montrer que donc il y a des tendances de fond, que ce soit sur la mer comme sur la montagne, de se recentrer, de faire des activités pour soi, pour se sentir bien, pour sortir de la ville, pour vivre des expériences. Ça, c'est vraiment l'émergence de la micro-aventure. Là, c'est en montagne, mais en ce moment, on est en train de travailler justement parce que
tous les Parisiens, et je l'ai été pendant 7 ans, c'est assez difficile quand même de vivre les uns sur les autres. Et on est en train de développer des micro-aventures dans le Morvan, dans le Gâtinais, dans le Perche, vraiment accessibles, justement sur ces modes où on va se rapprocher, on va faire autre chose. Juste quand même pour dire, c'est vraiment des top expériences, c'est vraiment une nouvelle philosophie, comme tu dis, qui monte de plus en plus. Le Covid l'accélère, mais on reste quand même sur la mer comme sur la montagne, sur des marchés de tourisme de masse. Ça augmente, cette demande va augmenter. Vous voyez, je crois que je dis ça augmente de 100% en 2 ans, mais ça reste que 5% sur le bien-être. Et sur la micro-aventure, c'est pareil. Alors il y a par contre une très forte demande qui fait le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, l'accessibilité à toutes ces activités-là, que ce soit sur la mer comme sur le littoral. Elle est tarifaire, certes, elle est aussi dans la rapidité d'apprentissage. Et ce qui fonctionne très très fort, c'est tous les courts formats. C'est-à-dire que venir faire 4 jours à la montagne ou à la mer pour faire du surf, pour faire du kite, c'est les formats qui marchent bien. Pourquoi ? Parce que c'est moins cher déjà, donc c'est plus accessible. Pourquoi ? Parce que finalement, quasiment avec la même somme, pour une semaine, on peut aller dans 2 lieux différents. C'est-à-dire au lieu de faire une semaine de ski, on peut faire 4 jours de ski à la montagne et 4 jours de kite à Port-Barcarès, par exemple. Et ça, c'est quand même aussi une tendance de fond qui marche. Et je pense qu'il y a cet effet picorement. On aime de plus en plus, les jeunes, ils aiment picorer, ils aiment les expériences. C'est vrai qu'à l'époque, on va dire, mes parents qui ont 70, 75 ans, ils allaient à la montagne ou ils allaient sur leur bateau de croisière, enfin leur bateau de plaisance, et terminé. Là, les jeunes, ils veulent vivre des expériences. Et une personne qui est à fond dans le sport, à un moment donné, elle va avoir une expérience complètement contradictoire par rapport à ça. Elle va aller faire 4 jours finalement dans un super hôtel à l'étranger, ou un city break, ou voilà. Là, on est quand même dans une génération de picorement. Super, merci beaucoup Pascal. De rien, c'est super intéressant. Je vous propose de passer aux interactions, continuer les échanges. Juste avant ça, je vous rappelle, chers auditeurs, vous pouvez encore répondre à la question du sondage. Les atouts du tourisme en montagne pouvant inspirer le secteur balnéaire. On affichera les réponses juste 5 minutes avant la fin de la table ronde, donc à 12h10. Donc, si on en revient pour échanger sur ces sujets, je voulais revenir sur le sujet du tourisme social et l'accessibilité de nos destinations. Bon, Sébastien, tu as connu Courchevel aussi, qui s'est construit aussi sur cette base-là et sur ce public. Et c'est incroyable la direction qu'on a prise finalement et où on en est aujourd'hui. Parce que là, Pascal, tu as démontré de la stratégie que vous avez sur ce sujet-là et des efforts que vous faites pour accueillir cette cible, mais vous dépendez d'une offre qui est externe à la vôtre. Donc, pour les stations de ski, c'est notamment les forfaits de ski. Et j'ai l'impression que les perspectives sont quand même difficiles pour revenir sur ce segment spécifique et élargir aussi notre clientèle et penser accessibilité sociale, parce que notre offre actuelle touristique dans les stations, de montagne notamment, n'est plus adaptée pour accueillir cette clientèle. Sébastien, tu pouvais... C'est évident que la problématique tarifaire est la première problématique pour l'accessibilité et pour les primo-accédants. Maintenant, je reprends ce que je disais tout à l'heure sur le modèle. Quand on s'est dit dans les années 60, 70, on va développer, l'objectif, c'était pas de dire on va construire des lits, c'était d'emmener du monde. Quand j'étais étudiant, et là aussi ça remonte à quelques décennies maintenant, on nous expliquait qu'il y avait des projections qui imaginaient qu'en 2010, 2020, il y ait 30% des Européens qui skient. Donc il y avait cette volonté de le rendre plus accessible et de démocratiser l'accès à la glisse et à la montagne. Le fait est qu'aujourd'hui, on est toujours, je le disais tout à l'heure, un peu moins de 10%. Donc il y a différentes choses, et oui, il l'a exprimé, il y a une course, c'est valeur vs volume, quoi. Jusqu'où on va. C'est vrai que le forfait de ski, c'est toujours... Alors, je ne suis pas payé par Domaine Ski Alpes de France, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu l'élément référent. Mais ça représente que 15 à 20% de la dépense sur un séjour. Donc, ce n'est pas le plus important. C'est vraiment l'ensemble, c'est la chaîne et c'est le produit. Et il y a quand même un autre point aussi qui a été dit, c'est que dans le monde, au moment où on parle, 40% des glisseurs, on inclut les snowboarders et tout le reste, ont moins de 40 ans. On a un vieillissement de la population, mais ça s'explique aussi parce que ceux qui ont commencé
se maintiennent un peu plus en forme aujourd'hui qu'il y a quelques générations, ils continuent, et on ne renouvelle pas, et on a ce vieillissement. Et cette problématique, elle est là, c'est que, Pascal le disait, c'est des sports, même si le ski alpin est quand même plus facile, il y a quand même un risque de chute, de froid, de supporter l'altitude, et il y a toute une partie des gens, même si on leur offrait, ils ne viendraient pas. Ils n'aiment pas la neige, ils n'ont pas envie de cet effort-là, ni rien. Donc on part déjà sur un marché qui est réduit, et après, on le réduit encore un petit peu plus avec les problèmes financiers. Donc oui, il y a des vraies problématiques, l'absence des classes de neige, la difficulté pour l'UCPA et d'autres organismes du même type, les auberges de jeunesse ou autres, d'arriver à proposer des produits qui sont un réel problème pour nous dans l'avenir, quoi. En fait, nous, on a la chance, entre guillemets, du statut de notre entreprise, enfin notre entreprise qui est une association, c'est que c'est une association. Donc l'idée, c'est d'être à l'équilibre. Donc l'équilibre, il se fait, on pousse l'accessibilité, donc pour les jeunes adultes, on accueille 20 000 scolaires en classe de neige, parce qu'on sait qu'il y a des études qui ont été faites par les collègues de... Comment s'appelle là, bon, bref, que en fait le ski c'est culturel, c'est les gens vont au ski parce que soit ils y sont allés avec les parents, soit ils y vont en classe de neige. Donc nous on accueille 20 000 scolaires en classe de neige, qu'on fait payer 400 € la semaine, autant dire que on ne travaille pas sur la rentabilité. Alors ça supporte les coûts fixes qu'on a et ça permet de lisser, mais cette chance qu'on a, c'est que nous, comme on a besoin d'être juste à l'équilibre, eh bien, on fait l'équilibre pour dire, on fait payer 400 € des scolaires ou des jeunes, et puis les gens qui vont faire du ski de rando, ça va être un petit peu plus cher. Peut-être que d'autres boîtes qui sont, normalement, hein, c'est pas une critique, qui vont chercher de la rentabilité pour rétribuer des actionnaires, peut-être pas faire ce truc-là et se dire, on va pas accueillir des scolaires à 400 €, finalement, le prix journée, il est à 65 € alors que le coût de revient, il est à 75 €. On va pas faire ça sert à rien. L'avantage de l'UCPA, c'est ça, c'est que c'est un tourisme encore social solidaire et on arrive à équilibrer le modèle pour finalement... Mais je pense que si on n'est pas dans ce modèle-là, c'est clair que pour faire revenir des jeunes à la montagne avec le coût de la chaîne, comme tu le dis, c'est compliqué. Attends, il y a Adrien qui va revenir à l'écran. Non, il est toujours là, mais voilà. Vas-y, Adrien. Oui, alors j'ai forcément envie de rebondir sur plein de choses, mais juste sur cette question d'accès à la pratique, nous on souffre d'un vrai problème d'image, parce que dans les faits, il existe des solutions pour pratiquer des activités nautiques à moindre coût. Un vieux bateau de plaisance parfaitement en état de naviguer, aujourd'hui on en trouve à 1 000 €, on trouve des solutions de mouillage à 250 € par an. Enfin, il y a des solutions pour aller sur l'eau, on peut s'acheter un paddle dans une grande enseigne pour pas très cher. Enfin, donc on a un vrai problème d'image, parce que c'est vrai que dès qu'on interroge des non-pratiquants sur leur vision de la plaisance, très vite, ils vont utiliser le mot yacht, alors que je parle de pêche promenade à 1 500 €. Très vite, ils vont évaluer un ticket d'entrée à 20 000 € pour devenir propriétaire d'un bateau, alors qu'il y a des solutions pour beaucoup moins cher, etc. Donc, il y a effectivement un énorme travail à faire pour essayer de... Enfin, c'est briser les tabous. Sur la pratique nautique légère, hein, c'est ce que disait Pascal, ça marche bien, enfin, tout ce qui est surf, paddle, etc., parce qu'on sent qu'on est sur des solutions faciles d'accès, et après quelques cours d'apprentissage, on est capable d'y aller tout seul. Donc ça marche. Par contre, sur la plaisance, on a encore cette image plaisance à la papa, activité extrêmement élitiste, et qui est finalement assez éloignée de la réalité du marché, parce que les bateaux à moteur de 25 mètres de long, en fait, sur le marché français, c'est vraiment peanuts. Le gros de la flotte, c'est du petit bateau à moteur de moins de 7 mètres. Donc, bon, il y a ce travail de décalage. Je voulais juste aussi revenir sur cette question de saisonnalité. Ça, c'est important par rapport aussi à ce que disait Pascal. On a 5500 km de côte et la situation est extrêmement différente entre la frontière belge et la frontière avec l'Italie. On a quand même des phénomènes intéressants sur le littoral, justement, avec une saison quand même qui tente à se rallonger, un usage rallongé des résidences secondaires avec des baby boomers qui vont faire du 6 mois, 6 mois. Et là, depuis quelques années, aussi une nouvelle tendance à la résidentialisation de certains littoraux, alors bien connectés à Paris, qui a l'air d'être en train de s'accélérer avec le développement du télétravail. Donc, on retrouve quand même des populations résidentes sur certains littoraux. Alors, avec un petit décalage, effectivement, c'est qu'il y a du monde toute l'année sur les littoraux. Par contre, la pratique nautique en dehors du surf se concentre notamment sur la pleine saison. Mais on s'aperçoit effectivement qu'on a quand même des évolutions intéressantes. Et là, aujourd'hui, vacances de Noël, vacances de février, très clairement, le littoral va piquer des clients à la montagne.
Alors, est-ce que c'est juste un effet 2021 et que tout reviendra normal l'année prochaine, je le souhaite, mais on a eu, Willy donnait l'exemple de Quiberon, mais Quiberon, effectivement, il n'y avait plus d'hébergement disponible à Noël. Alors, comme il le dit, je crois que le risque de prendre la pluie à Quiberon est le même en hiver ou en été. Donc, peut-être qu'on prend le risque d'y aller en sachant que de toute façon, la situation aurait pu être la même en été. Je pense effectivement dans les stations Racine, Occitane, etc., on a une saisonnalité qui est encore beaucoup plus forte, même si on voit que la Grande Motte est quand même en train de se résidentialiser à nouveau parce que pas loin de Montpellier. Donc on a des phénomènes démographiques assez intéressants, nous, sur le littoral, et qui créent du stock de pratiquants d'activités nautiques aussi, sous réserve de s'organiser pour les récupérer. Tu vois, Adrien, moi, par rapport à ce que tu dis sur la saisonnalité, c'est pas un handicap. Je trouve que ce qu'il y a de génial sur la partie des littoraux, c'est comme c'est moins facile que sur la montagne par rapport à cette saisonnalité, il y a besoin de beaucoup de créativité. Donc, nous, tu vois, par exemple, on ne fait pas que juillet-août, on commence à fin mars ou mi-mars à surfer et on finit en novembre à surfer et à plonger côté Marseille. Le seul truc, c'est que, on va dire que de mi-mars jusqu'à mi-mai, tu n'as quand même que les plus courageux qui y vont, quoi, parce que c'est ça la complexité. Mais après, je suis d'accord avec toi qu'il y a une réflexion super intéressante, super créative pour faire vivre ces territoires, pas juste que sur juillet-août où on sait que là, tout le monde se concentre, quoi. Moi, je voulais quand même revenir sur l'accessibilité. Je pense qu'il faut la voir. Il y a deux volets à l'accessibilité. Il y a un, mettre le pied à l'étrier, c'est-à-dire acquérir des nouveaux pratiquants. Et on peut dire que c'est normal que ça coûte un peu d'argent. Quand on sait qu'ils vont rester 30 ou 40 ans de façon régulière, on a le droit de dépenser un tout petit peu pour acquérir un client, parce que c'est de ça qu'on parle. Et puis, autrement, l'autre volet, c'est offrir au plus grand nombre, pendant toute leur vie, l'accès à des vacances pas trop chères. Et là, il y a un problème de rentabilité qui est autre. Et là, on parle de tourisme social. Et puis, les comités d'entreprise font un gros travail là-dessus aussi. Je ne sais pas si ça s'érode aussi entre-temps, mais ce sont quand même deux volets différents. L'autre aspect aussi sur l'engouement ou le fait d'attirer des jeunes dans la pratique, c'est plus complexe que le has-been ou l'imaginaire qui ne colle plus. Ce qu'on constate quand on mesure les choses, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'enfants en France, ou beaucoup de gens qui ont appris à skier en tant qu'enfants, et la moitié environ décrochent quand ils ont 18 ans. Alors je ne sais pas pourquoi et comment, mais c'est quand même autre chose que de dire ils n'apprennent plus à skier. Oui. C'est quand même autre chose. Voilà. Ok. Je vous propose d'afficher les résultats de la première question, qui était les atouts du secteur balnéaire pouvant inspirer le secteur du tourisme en montagne. Donc, c'est écrit alors de gauche à droite. Imaginaire existant autour des destinations, accessibilité prix, accessibilité physique et géographique, offre touristique plus riche et diversifiée, parcours client, qualité du service, gouvernance et capacité à mettre en œuvre une stratégie touristique collective. Donc on voit que les réponses sont assez partagées et réparties. Il n'y a pas une réponse qui fait l'unanimité. Mais il y a quand même l'accessibilité prix qui ressort en premier. Mais après, sur les autres points, on est un peu à égalité, sauf le parcours client et la qualité du service qui est un petit peu en dessous. On parlait peut-être de manque de structuration. Oui, moins marketé, quoi. Clairement, marketé, le produit est moins marketé. Ouais. Et si on prend le second graphique, qui est à l'inverse, quels sont les atouts du secteur de montagne pouvant inspirer le balnéaire? C'est pareil, c'est assez partagé finalement. Mais on a quand même le marketing et la communication, la commercialisation en deuxième position, à un point près, et le parcours client et la qualité du service. Donc, c'est 20%. Ouais. Ouais, si on synthétise, quand même, les avantages de la mer, c'est l'accessibilité, que ce soit géographique et prix. Et puis la partie montagne, c'est ce côté un peu plus professionnel, plus marketé, encore une fois, de l'ensemble. Oui. Alors moi, je voulais vous interroger sur une question, notamment Sébastien, concernant le management de la destination et la gouvernance. C'est aussi une question qui est revenue dans le chat. C'est une question classique aussi dans notre secteur du tourisme en montagne que tu connais bien. Tu disais qu'en tout cas, en termes de management de destination,
tu pensais, en termes de retour d'expérience, plus facile de manager le côté montagne. Et pourquoi ? Et est-ce que cette facilité nous permet, dans ce contexte actuel, d'être plus résilient et de mettre en place une stratégie, une intelligence collective pour s'adapter face à la crise ? Alors, je n'irai pas sur la deuxième partie de la question parce que je ne suis pas légitime pour le dire. Encore une fois, je parle de mon expérience. Les acteurs de la station Grau-du-Roi, c'était 900 acteurs. Courchevel, c'est 300. C'était un des plus que j'ai vu. Il est évident que mobiliser 300 personnes, c'est pas mobiliser 900 personnes. Sachant que le rôle d'un directeur station, c'est trouver le plus grand dénominateur commun entre différentes entreprises. Et il est évident que l'UCPA n'a pas exactement la même problématique que l'hôtel 5 étoiles qui est sur le même territoire. Même si les deux vendent du ski ou de la montagne l'été, ils n'ont pas les mêmes cibles de clientèle et les mêmes choses. Donc c'est trouver le dénominateur commun. Et c'est forcément plus facile, moins il y a de monde, par rapport à plus c'est grand et plus il y a de monde. C'était ça. Et ce côté aussi, cette nécessité d'aller chercher des clients, je parlais de la clientèle internationale, de la commercialisation, au-delà des grands groupes, on parlait du Club Med, de Pierre et Vacances, de l'UCP, enfin les gros faiseurs qui, eux, ont ces démarches propres internes. C'est plus facile de mobiliser des gens parce qu'ils savent que sans ça, ça ne marchera pas à la montagne, alors qu'à la mer, Pascal le disait également, il y a quand même cette proximité, il y a le soleil, il y a la facilité de l'activité, et donc il y a un petit peu moins ce besoin par rapport au modèle existant d'aller chercher. Donc voilà pourquoi, pour moi, en termes de management, c'était quand même plus facile de donner une dynamique d'entreprise à plein de petites entreprises de montagne qu'à la mer. Est-ce que Willy, tu as un regard justement sur... vu que tu connais ce sujet aussi de la gouvernance, c'est toujours un peu touchy, mais... je pensais ne pas parler aujourd'hui de la gouvernance. Je pensais que ça n'allait pas du tout être évoqué. Non, je ne connais pas suffisamment le littoral pour avoir un repère là-dessus. J'entends bien ce que c'est très facile à comprendre, Sébastien, avec 100 000 lits ou 60 000 lits, etc., avec 200 acteurs, c'est moins facile. En plus, avec des saisons qui sont probablement un peu plus courtes aussi. C'est surtout, il y a une saison. On va dire, il n'y a qu'une saison à la mer. Ouais. Et c'est vrai qu'au Grau-du-Roi, ça rejoint ce que tu disais. L'événement de lancement de saison, c'était début mars. Et ça se terminait à la Toussaint, aux vacances de Toussaint. Donc c'est vrai que c'est une très longue saison. Mais après, il y a un creux par rapport aux deux saisons de la montagne. C'est un petit peu différent. En durée, ce n'est pas fondamentalement différent. Mais... Ouais, d'accord. Preuve que je n'y connais rien. Non, encore une fois, je ne sais pas si c'est la vérité pour tout. Je parle de mes expériences passées. Non, on peut naïvement avoir l'impression que ces derniers mois, il y a un resserrement des liens dans la communauté à travers différentes initiatives comme celle-ci aujourd'hui. Il y a aussi un travail très fort qui est fait un peu dans l'ombre, même si on communique dessus, pour défendre les intérêts économiques de la montagne et pour pouvoir bénéficier des aides pour justement surmonter ce challenge extraordinaire. On verra dans 1 an, dans 2 ans, si il en sort quelque chose de positif, mais peut-être bien. Bon, eh bien, merci à vous 4. Adrien, je pense que tu es encore là. Un grand merci à toi d'avoir intervenu à distance. J'espère que ça va aller du côté filière nautique et plaisance, même si voilà, on est aussi rivaux par rapport à ces deux filières parallèles. On est aussi complémentaires, comme on a pu le dire durant cette session. Et c'est le principe aussi de la coopétition, quoi, hein. On en parle beaucoup. C'est le principe et les valeurs qui guident aussi le cluster montagne. On fédère nous-mêmes au sein de notre réseau des concurrents, mais l'idée c'est de créer une structure qui permette de faire émerger toute la bonne intelligence collective en fédérant un réseau. Donc, merci également à François pour sa contribution en différé. On espère que ces échanges ont été intéressants pour vous, chers auditeurs, mais aussi pour vous, les intervenants. Il me semble en tout cas pertinent et enrichissant d'organiser ces temps d'échanges et de rencontres entre les différentes filières. Je pense qu'on ne le fait pas assez. Et le cluster montagne est en tout cas persuadé que c'est grâce à cette ouverture d'esprit, à l'expérimentation et au réseau, partage d'expérience, que nos territoires touristiques et les différents acteurs pourront répondre notamment aux enjeux de demain et se développer. En attendant, c'est le temps de la pause, il est temps de déjeuner et on se retrouve à 14h pour faire un focus, cette fois sur le secteur événementiel et voir comment les acteurs bien touchés par la crise s'adaptent et se réinventent. Merci.